On se retrouve pour cette dernière session. On en est encore à l'observation. Et là, on va observer un peu plus les causes, peut-être faire une étude de cas ou voir comment, en pratique, on peut faire pour gérer cette colère, cette peur. Et se souvenir un petit peu de ce qu'on a vu ce matin, les mécanismes de la création de la peur, c'est un peu comme ce qu'on a vu avec le téléphone, par exemple. C'est cette reconsolidation qu'on a, on appelle ça dans le bouddhisme un engagement mental incorrect, qui par répétition, parce qu'on a ruminé, dès qu'on est en contact avec certaines causes et conditions, on a peur à nouveau. On n'a même pas besoin d'y réfléchir, ça vient automatiquement. Mais il faut comprendre que cette expérience de peur a été générée par une projection répétée, une rumination répétée encore et encore. Ce qu'on doit faire, une des causes à la fin de la souffrance, c'est de faire une rumination inverse finalement. C'est de faire une rumination positive, une rumination constructive. C'est de s'habituer autant à ruminer de manière constructive qu'on ne s'est habitué à ruminer de manière destructive. Et qu'est-ce que c'est cette rumination constructive? C'est la méditation. C'est s'habituer encore et encore à ruminer constructivement. On reconsolide, et là on reconsolide des connexions neuronales d'une manière, de cette manière qui va faire que nos expériences de colère vont baisser dans notre esprit. Et c'est complètement faisable. Alors la rumination, celle qu'on fait d'habitude, on en est l'esclave. Celle-là, on va en être le maître. Donc ce n'est pas vraiment la rumination. Hein. C'est plutôt contrôler son esprit pour le diriger dans un sens bien particulier. Mais ça, c'est une des stratégies cognitives pour pouvoir transformer ces expériences-là. C'est-à-dire les recadrer encore et encore. Et ça se fait au moment entre deux épisodes de peur. Si bien que vraiment dans la compréhension de ce qu'on peut faire et des causes à la peur, il faut bien voir ces deux périodes. La période aiguë, où il y a cette expérience de peur, dans laquelle on doit agir, mais on doit aussi agir entre ces épisodes-là, parce que c'est à ces moments-là qu'on peut avoir du calme et méditer et se familiariser sur autre chose. Créer des connexions neuronales qui vont dans le sens opposé de la création de la peur, qui vont d'ailleurs plutôt comme une casserole d'eau chaude vient baisser la température sur du fer brûlant, par exemple. Ça que fait la méditation. Elle vient vraiment calmer parce qu'elle procède à l'inverse des mécanismes de la peur. Et un des mécanismes de la peur, c'est l'inconscience. C'est-à-dire que c'est tous des phénomènes qui ont lieu sans qu'on le maîtrise, sans qu'on en soit activement le maître. Et bien là, on va faire des phénomènes, des actions mentales qui sont inverses, des actions mentales qu'on choisit et dont on est conscient au moment où on les fait. Et ça, c'est vraiment la méditation. Hein. Donc, diverses stratégies possibles de régulation cognitive. Celle qu'on a faite ce matin est très puissante. Mais là, il faut quasiment choisir de ne faire que ça. Là, il faut être assez aussi consistant dans nos efforts. Il faut vraiment faire un sujet dans notre vie. Si on a vraiment des angoisses, il faut vraiment s'arrêter et se dire « Ok, je prends le taureau par les cornes et je vais vraiment passer du temps. » Parce qu'il faut vraiment passer du temps pour arriver à bout de certaines de ces angoisses qui peuvent être
présente depuis pas mal de temps. Mais moi, par expérience, l'ayant traversé, des expériences d'angoisse répétées, je sais, alors c'est pas parce que j'ai eu cette expérience qu'elle est valable pour tous, mais que des mécanismes de régulation cognitive fonctionnent sur la durée. Il faut avoir une forme de ténacité, de persistance. Et c'est vraiment ce que fait la méditation, se familiariser encore et encore. Pas se dire que c'est en 5 minutes de réflexion qu'on va pouvoir traiter quelque chose qui demeure en nous depuis des années et qui est très présent, ancré dans nos comportements. Donc, dans ces deux périodes, pendant la phase inflammatoire, c'est-à-dire la phase de peur, et entre les moments de peur, on doit passer du temps, on doit faire quelque chose. Pendant l'épisode de peur, ce qu'on doit faire, c'est observer, on peut observer ce qui se passe dans notre corps, éviter de rentrer dans le film autant que possible, éviter de rentrer dans le film, d'ajouter, et de s'habituer à se dire, OK, il y a ça, ça me paraît très urgent, mais pour une fois, je vais le laisser pour plus tard. Apprendre à ajourner nos pensées. Il y a quelque chose de très impérieux, j'ai peur que ça arrive, et bien on se dit, OK. Et on a vu ce matin que pour que ça se soit mis en place au moment où on a de la peur, il faut que ce soit préparé à l'avance. Il faut que ce soit préparé entre les moments où on a de la peur. C'est quand on est entre ces moments de la peur qu'on a la mémoire prospective qui va faire qu'au moment où on a de la peur, on va se souvenir. On va se dire, OK, tu te souviens, tu t'es dit, François, qu'au moment où tu allais avoir de la peur, tu vas observer un peu ce qui se passe dans le corps, d'accepter, de se dire, OK, il y a ces choses, d'accepter les images qui viennent dans l'esprit, et peut-être même de passer à autre chose, de faire complètement quelque chose d'autre à ces moments-là, plutôt que de vouer toute mon énergie mentale là-dessus, de sortir faire une balade, si l'angoisse est trop forte, de sortir dehors, d'appeler des amis, d'appeler quelqu'un de ma famille. Ça, c'est des stratégies aussi. Les stratégies, ce n'est pas simplement la méditation, parce que la méditation, ça peut être parfois trop difficile même de traiter ces choses-là quand elles apparaissent. Mais ça peut être une stratégie de se dire, dans ces moments de forte angoisse ou de forte peur, je me fais aider de quelqu'un à ces moments-là. En fait, repérer les premiers levels aussi. Pardon ? Et repérer les premiers levels, c'est-à-dire que pas attendre d'être complètement dans l'angoisse, oui, mais repérer les premiers symptômes physiques qu'on a en fait. Moi, par exemple, c'était le fourmillement des mains. Donc, quand je commence à avoir le fourmillement des mains et des pieds, ou pop-up, et tout de suite, dans ces moments-là, on peut encore aller dans la méditation. Mais après, c'est terminé, c'est ce que je disais, on est dedans, on est noyé quelque part. Donc, mais repérer les premiers moments où ça arrive, essayer de détecter ça, comme ça, on peut... Et se dire, voilà, on ne va pas mourir, ça, on va en survivre, et puis il faut que ça traverse, il faut que ça passe. Et ça dure même des 10 minutes, un quart d'heure, et puis voilà quoi. Alors, je vais juste rebondir sur un des sutras que je connais de la tradition pali, s'appelle le Vitakasantana Sutta, qui dit quand on veut atteindre le calme mental et qu'on commence à avoir des pensées parasites, il y a plusieurs stratégies. La première, la plus bénéfique, c'est de penser à autre chose. C'est étonnant qu'on donne ça en premier. Hein. En fait, c'est leur donner le minimum d'énergie à ces choses-là aussi. C'est déjà une stratégie de la, comment c'était, la reconsolidation, le blocage de la reconsolidation. Le blocage de la reconsolidation, c'est s'habituer à faire autre chose au moment où ces épisodes arrivent. C'est ce qu'on fait dans la méditation. On a ces épisodes qui sont... La peur, elle n'est pas traitée dans le bouddhisme autrement qu'une distraction, c'est une distraction. Et à ces distractions qui apparaissent, on y voue le minimum d'énergie. Le minimum d'énergie, c'est OK, il y a un truc, je suis conscient que ça arrive, mais je ne vais ni les rejeter, ni les accueillir de telle manière que je vais les alimenter. Je vais simplement être conscient de leur existence et immédiatement, je passe à autre chose.
Mais se passer à l'autre chose, c'est pas il faut absolument que il faut pas que ça se fasse dans la violence. C'est pour ça qu'on a parlé de l'acceptation. C'est qu'il faut que ça se fasse dans OK, il y a ces choses-là, je les accepte. On n'a même pas besoin de le parler intérieurement. On accepte ces choses-là, il y a ces images, ça va être j'entre dans une zone de turbulence, ça va être accrochons-nous, il va y avoir ces images fortes dans mon esprit, je sais que ça va, mais je vais autant que possible poser mon esprit sur autre chose. Et ça nécessite de le comprendre auparavant. Ça nécessite aussi de travailler dessus avant les méditations pour planter ces graines de mémoire prospective. C'est-à-dire, voilà, il faut vraiment qu'à ce moment-là, quand ça arrive, je me prépare. Donc, ce qu'on fait, en fait, on visualise le prochain épisode et on se dit, à ce moment-là, je vais faire comme ça. Quand ça va commencer, que je vais avoir ces images, je vais faire autre chose, je vais me concentrer sur mon souffle, je vais faire ça. Et en fait, on envoie dans le futur presque des graines qui vont se rappeler à nous au moment où ça va arriver. C'est la mémoire prospective. Donc ça, c'est une des stratégies qui fonctionne. Dans le Badekaratta, la deuxième, c'est quand on n'y arrive pas à passer à autre chose, il faut qu'on se dise quels sont les problèmes de cette peur. C'est considérer les problèmes de cette chose-là. Ben voilà, quand je rumine, ben je l'augmente, cette peur. Je la cristallise, je la renforce. Alors, je voudrais me souvenir des 5 pour être bien précis. La première, c'est plus que porter l'esprit sur autre chose, c'est de se focaliser sur les choses qui sont bénéfiques. La deuxième, c'est de voir les défauts de cette chose qui arrive, les problèmes. La troisième, je ne l'ai plus à l'esprit. Je crois que la quatrième, c'est vraiment essayer de se calmer. Et la cinquième, c'est employer des méthodes un petit peu forcées, c'est-à-dire physiques. Si on n'arrive pas à observer ce qui se passe au moment où on a un épisode de peur, eh bien, il faut vraiment essayer de faire autre chose physiquement. En fait, on essaie de traiter les choses avec l'esprit jusqu'à temps que, si c'est possible, tant mieux. Si ça devient impossible, alors il faut passer à une méthode physique. Si on est seul chez soi, il faut essayer d'appeler quelqu'un de sa famille, mais ça participe du fait de penser à autre chose aussi, ce qui participe à la stratégie de blocage de la reconsolidation. Parce qu'à ce moment-là, notre esprit, il veut reconsolider cette mémoire par le fait de la consolider en la faisant apparaître dans notre esprit encore et encore. Donc là, la stratégie, c'est de bloquer ça en faisant autre chose. Et quand on s'habitue à ça, la mémoire va finir par, le souvenir ou cette peur va finir par décliner dans notre esprit. Sa portée va diminuer dans l'esprit. Mais il faut vraiment en faire un sujet de pratique à part entière et d'être persistant, constant, jusqu'à temps que vraiment on voit les symptômes petit à petit disparaître. Donc ça, c'est une des stratégies entre les moments, enfin quand ça arrive, quand on a ces épisodes de peur, en gros, on fait au mieux de ce qu'on peut. Mais au mieux, ça nécessite de l'avoir compris avant ce qui étaient les options. Donc, si je peux donner vraiment une indication, c'est d'avoir une approche sur ces deux moments-là, entre les moments où on a de la peur et pendant la peur. C'est vraiment à ces deux moments-là où on peut faire quelque chose. Quand on a ces épisodes de peur, on a moins de latitude, mais il faut également être conscient de ce qui se passe autant que possible. Parce que plus on échappe cette encre mentale de la pleine conscience, plus on glisse dans l'oubli et plus on réveille notre mémoire et plus on réveille notre imagination qui sont le terrain à la peur finalement. Dans les épisodes de peur, il faut rester conscient au maximum des sons
de la réalité autour de nous, parce que ça laisse moins de place à l'univers mental qui est le terrain à la peur. L'univers mental de l'imagination, du manque de conscience. Donc là, il faut se rappeler au son, reprendre, c'est pour ça que méditer sur le souffle, ça peut être bon, et attendre que ça passe, détendre le souffle autant que possible. Ça peut être une stratégie. Et accepter que ça secoue aussi. Accepter qu'on soit secoué sur le moment. Se dire, OK, je reconnais que là, c'est ce qui doit arriver parce que j'ai peur. Ça fait partie du job. C'est comme quand on est en avion. Les turbulences sont normales. Les turbulences dans la vie sont normales. C'est pour ça que cette acceptation qu'on a vue hier, elle est tellement importante dans la peur aussi. Se dire, OK, mais de toute façon, une vie sans peur, c'est difficile pour nous. Voilà, quand ces peurs arrivent, ok, ben voyez, il y a une manifestation, j'ai toutes ces images, mais j'essaie de m'en départir un peu sans avoir cette aversion, encore une fois. C'est un thème très actuel, en plus avec le Covid. Hein. On voit notamment des peurs chez les enfants naître alors qu'ils n'avaient pas peur de mourir, ils ne connaissaient pas ça en fait. Ouais. Ou de faire mourir. Enfin, moi j'entends beaucoup d'enfants qui ont peur de donner la maladie et de faire mourir Ah ouais. en fait. Wow. Donc, qui se protègent au maximum jusqu'à aller dans des surprotections, enfin d'avoir les mains qui saignent tellement ils se nettoient les mains, à développer des tocs, etc. Quoi. Ouais. On est en plein dedans. Hein. Ouais, oui, oui. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que, et ça peut être un objet de méditation, c'est qu'en général, la peur, elle naît parce qu'on a un rapport assez particulier avec la sécurité aussi. Et c'est interroger le rapport qu'on a avec la sécurité aussi. Dans un univers où tout est très sécurisé autour de nous et on a un grand attachement pour la sécurité, on finit par avoir peur de beaucoup de choses en réalité. Et on pourrait dire, on a vu ce qu'on appelait hier les 8 préoccupations mondaines. Quand on est attaché au plaisir, on finit par devenir allergique à toutes les expériences insatisfaisantes, mais quand on est très attaché à la sécurité, on finit par avoir une forme d'allergie et à la peur. C'est-à-dire, plus on est attaché à la sécurité, plus on finit par avoir peur, c'est assez normal. Ça fonctionne, c'est les deux pendants de la même pièce, c'est les deux faces de la même pièce. Et ça peut être une méditation qu'on peut faire, se dire, mais à quel point est-ce que je veux tout maîtriser aussi? Parce que ça peut rentrer en ligne de compte dans la production de la peur. Pourquoi j'ai besoin de tout maîtriser? Et puis, pourquoi il faudrait que tout soit exactement comme je le souhaite? Quel est le problème du fait que dans la vie, on a des événements qui sont imprévus? Parce que la peur ne vient pas nécessairement de l'imprévu. Il y a plein de choses qui sont imprévues dans notre vie qu'on n'accueille pas et qu'on ne regarde pas avec de la peur. Accepter l'imprévu aussi. Ce qui va à l'encontre de l'attachement à la sécurité, parce que l'attachement à la sécurité, ce n'est pas d'avoir d'imprévu, c'est de maîtriser tous les imprévus. Donc, accueillir les imprévus, habituer à accueillir les imprévus, c'est aussi une manière détournée une stratégie pour lutter contre la peur à long terme. Savoir, et c'est ce qu'on a vu dans les stratégies d'adaptation active, c'est s'exposer aussi. S'exposer à voir les qualités des situations imprévues. Si on vit dans des maisons où il n'y a plus aucun insecte, évidemment qu'au moment où on rencontre un insecte nouveau, puisqu'on n'a pas été exposé, donc l'exposition aussi elle est importante, s'exposer aux choses.
quand c'est possible. Ça, c'est des choses assez profondes sur lesquelles on peut méditer. Hein. Pourquoi il faudrait que tout soit maîtrisé autour de moi? Est-ce que ce n'est pas parce que j'ai une allergie finalement assez prononcée aux expériences insatisfaisantes? Est-ce que j'ai l'impression qu'on peut mener une vie entière sans obstacles, sans des choses qui vont arriver que je ne maîtrise pas? Et ça, c'est une forme de projection mentale, de penser qu'il y a un jour où le monde va être totalement sécurisé. C'est impossible. Donc, vivre et accepter un monde qui n'est pas sécurisé, c'est aussi un moyen d'avoir moins peur. Comprendre que les problèmes sont inévitables, c'est un moyen de... Ce qui revient à cette méditation sur l'impermanence. Quand elle est menée profondément, cette méditation sur l'impermanence, elle nous fait penser qu'on ne maîtrise pas grand-chose et on est OK avec ça. Pourquoi avoir peur? On ne maîtrise pas grand-chose. Il y a cette image que je vois souvent sur Facebook, c'est... on entend souvent détendez-vous, tout est sous contrôle. Et ben, il y a la citation bouddhiste qui dit détendez-vous, rien n'est sous contrôle. Et c'est un peu ça. Ben non, il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. Relax, on ne le contrôle pas de toute façon. Ça va. Donc ça, c'est des objets de méditation. On peut méditer là-dessus, se dire qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière ça? L'acceptation des problèmes, l'acceptation de la souffrance, l'acceptation de sa propre souffrance, l'acceptation des obstacles, l'acceptation qu'il y a des choses qui ne vont pas fonctionner, qui vont être désagréables. Je voyais un article qui parlait un petit peu de ça, qui disait que il est étonnant quand même que plus on est attaché à quelque chose, plus on rencontre l'inverse. À cette époque où on n'a jamais mis autant d'énergie à lutter contre les bactéries, ce soit à cette époque où on commence à avoir vraiment des bactéries qui soient résistantes, par exemple, où on met tellement d'emphase sur la sécurité de nos données, de notre vie privée, qu'on finisse par retrouver plein de choses qui soient publiées sur Internet sans notre consentement, par exemple. C'est fou, hein, que quand on veut vraiment quelque chose et qu'on a une forte habilité, on rencontre souvent l'inverse de ça. Donc, une des stratégies, c'est de méditer sur nos sensations aussi. Encore une fois, de méditer sur les sensations que je perçois et les sensations désagréables, apprendre à les accepter, apprendre à les regarder pour ce qu'elles sont, juste une expérience passagère qui peut être déplaisante, mais qui ne dure pas souvent. Parce que cette relation profonde qu'on a avec nos sensations, elle est le ferment de la peur aussi. C'est parce qu'en ligne de mire de la peur, il y a le refus de la souffrance. Et pour se réhabituer à avoir une appréhension équilibrée entre notre plaisir et les expériences insatisfaisantes qu'on fait, c'est simplement de s'asseoir et d'observer nos sensations avec le préalable d'un peu de compréhension pourquoi on fait ça. Et de regarder ces sensations déplaisantes comme ces expériences de peur, comme toutes ces pensées, ces projections, ces choses que je rumine, et savoir les regarder en se disant « Ok, bon, elles passent, de toute façon, elles sont là, ça fait partie de mon esprit qui est un petit peu perturbé. » Et puis se faire la paix avec soi-même aussi, faire la paix avec le fait que, voilà, on est ces choses-là, ces choses qui sont turbulentes, qui arrivent dans l'esprit, qui demeurent quelques instants et qui partent. Et une fois que ces choses sont parties, de se dire, voilà, maintenant j'observe mon esprit quand elles sont plus là. J'ai plus cette peur, elle est plus là. Et ça, c'est une méditation qui est à la fois une méditation d'observation, mais une méditation de réflexion profonde. Parce qu'à la fois d'observation, d'observer notre esprit en disant, je n'ai pas de peur là.
Au départ, on va se dire oui, mais elle est tapie dans le fond de notre esprit, prête à surgir. Mais au bout d'un moment, et en répétant ces méditations suffisamment, on finit par reconnaître j'ai absolument aucune peur. Et on laisse la porte ouverte à cet état sans peur, qui est la reconnaissance qu'on a aussi cette intrépidité en nous, ce courage qui peut aussi mettre fin à la peur. Si on est sans arrêt en train d'observer la peur, on ne peut pas visualiser à l'intérieur de nous ces moments où on est sans peur. Et non seulement sans peur, mais intrépide, valeureux presque. Oui, entre intrépide, valeureux et passage à la colère, parce que c'est passer de la peur à la colère par rapport à tout ce qui est, là, vous parliez du Covid, enfin, et moi j'ai envie de dire deux mots de la société hyper autoritaire dans laquelle on est en train d'évoluer. Donc c'est de plus en plus autoritaire. On peut se dire, c'est pas de la peur, c'est pas de la peur individuelle, mais ça peut être de la colère vis-à-vis de ce qui se prépare pour les générations à venir, les enfants, les petits-enfants. Voilà, et ça, voilà, c'est quelque chose qui Alors, m'énerve. le traitement de la colère peut aider à faire baisser la peur aussi parce que les deux fonctionnent conjointement très souvent. C'est en général, c'est assez souvent parce qu'on a peur de ce qu'une personne va pouvoir nous faire ou de ce qui va pouvoir se passer dans la relation avec elle qu'on a de la colère aussi. Mais ça, ce serait encore un autre sujet pour voir le lien entre la peur et la colère. Parce que vraiment, il y en a un. En tout cas, la colère est très empreinte de peur. Ça, c'est sûr. Très empreinte de peur. Et très empreinte d'allergie pour notre propre souffrance aussi, dans la peur, dans la colère. Parce que pour revenir à ces sensations, c'est étant être humain conditionné par ce corps, cet esprit imparfait, je vais nécessairement faire des expériences insatisfaisantes. Elles vont nécessairement surgir. Donc j'ai deux stratégies. Soit je refuse quelque chose alors qu'il existe, ce qui n'a aucun sens. Soit je regarde ces choses-là et je cesse de les nourrir. Et si je cesse de les nourrir, elles vont commencer à baisser. Bon, si on a le choix et qu'on comprend vraiment ce qu'on fait, on va choisir la deuxième option. Et bien, c'est ce qu'on fait dans la méditation sur l'observation des sensations, d'observer ces choses-là, ce qui est assez simple, finalement, sur le papier. Mais d'observer ces peurs sans avoir à les nommer, sans avoir à dire « Ah, c'est encore la peur, je suis quelqu'un qui se sent en peur », sans savoir à s'identifier à la peur. Parce qu'une autre stratégie encore dans les stratégies de régulation cognitive, c'est de se désidentifier de la peur. Le pire obstacle, un des pires obstacles à la peur, c'est de continuer à se dire « je suis quelqu'un qui a peur ». Non, je suis quelqu'un qui a de la peur. C'est pas je suis quelqu'un qui est apeuré, je ne suis pas une personne peureuse, je suis quelqu'un qui a des épisodes de peur. Il vaut mieux le dire comme ça parce que dans la deuxième option, on cesse de s'identifier totalement avec cette peur-là. On sait que voilà, j'ai plein d'émotions, mais aucune ne me définit totalement. J'ai un ensemble d'émotions qui me traversent. Et quand on observe les moments de l'esprit, on est sans peur, on peut commencer à se dire, ouais, pourquoi je dis sans arrêt que je suis quelqu'un qui a peur? Quand on reconnaît encore et encore et encore tous les moments où on n'a pas de peur, on finit par comprendre que c'est absurde de dire je suis quelqu'un de peureux ou j'ai cette peur en moi. Parce qu'on observe qu'il y a plein de moments où elle n'est pas là, cette peur. Donc ça, c'est aussi une stratégie, simplement d'observer nos sensations et tous ces moments où la peur est absente, jusqu'à ce moment où on finit par se désidentifier d'elle. On se désidentifie de la peur. Et puis on a de la chance aussi d'en avoir conscience, qu'on a peur. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas conscience qu'elles ont peur. Moi, j'ai discuté une fois avec une copine qui me disait non, moi j'ai peur de rien. Alors bon, bref, je rentre dans la discussion, etc. Et puis petit à petit, je lui ai demandé pourquoi le soir, parce qu'elle, quand elle rentre du boulot, la première chose qu'elle fait, c'est allumer la télé. Et elle n'éteint pas la télé tant qu'elle ne s'endort pas. Et en fait, en discutant, elle s'est aperçue qu'elle avait peur de la solitude
et qu'elle avait peur de se retrouver toute seule avec elle-même, en fait. Alors Ouais. qu'elle était persuadée qu'elle n'avait aucune peur, en fait. Alors, si on est dans la négation de visible. nos émotions, il est évident qu'on va mettre en place aucune stratégie pour… et ça, je pense que Catherine, qui est psychologue, pourra peut-être le valider, mais quand on pousse la porte et qu'on entre chez un psy, on a déjà fait un grand pas quand même, hein. C'est de reconnaître qu'il y a peut-être un problème. Et souvent, on a eu des échanges avec toi, Catherine, de gens qui ne sont pas conscients de leur monde intérieur aussi, qui ne sont pas conscients de ses émotions. Et là, c'est assez difficile. Tu veux dire quelques mots là-dessus, Catherine? Oui, je confirme que c'est très difficile. C'est-à-dire qu'on essaye de les aider en les incitant à tourner le regard vers l'intérieur et ils ne voient rien. Ils sont collés, il y a aucune… ils sont collés, oui, j'ai envie de dire, à l'expérience qu'ils font au moment M. Et donc, pour nous, c'est le plus difficile. Donc, en fait, c'est vrai que c'est déjà un grand pas de venir voir un psychologue, mais parfois, ils viennent en pensant que nous, de l'extérieur, allons régler le problème sans participation. C'est pour ça que la notion de participation active, je la comprends bien. sans participation active de leur part, un peu, je sais pas, c'est comme un guérisseur qui imposerait les mains, quoi, tu vois. Enfin, donc voilà ce que je peux dire. Je pourrais dire beaucoup d'autres choses, mais puisque j'ai la parole, je voulais juste te dire aussi, pour aller dans le sens du rejet dont tu parlais tout à l'heure. En fait, on sait que le cerveau ne peut pas concevoir une négation, hein. Donc là, si je vous demande de ne surtout pas penser à un marteau, la première chose qui va vous arriver, c'est que le marteau va surgir dans votre esprit, puis vous allez déployer tout un tas de stratégies et d'énergie pour ne plus y penser. Donc, quand on rejette la souffrance, enfin tout ce qu'on ne veut pas voir, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on mobilise une énergie phénoménale, ça devient de l'ordre d'une obsession inconsciente, en fait. Voilà, je voulais juste… J'ai envie de rajouter que l'acceptation, c'est aussi accepter sa propre vulnérabilité. Tout à fait. Et de manière à acquérir d'une force ou à consolider, enfin, je sais rien, une force intérieure par rapport à ce qui advient, ce qui se produit, avec plus de tranquillité, de calme, j'ai envie de dire presque de sagesse. Mais il y a des points quand même, des points un peu difficiles. Ah bah c'est certainement pas facile, hein. Dans les émotions qu'on a, la peur, c'est pas une émotion facile à observer. Et pour revenir un peu à cette question initiale, pourquoi la peur n'est pas plus présente dans le bouddhisme? Pourquoi elle n'est pas incluse dans ces 51 facteurs mentaux? Il y a sans doute pas mal de raisons, mais je me dis que elle me semble être un petit peu une manifestation de causes autres qui sont, elles, des causes sur lesquelles on peut plus travailler en amont. Parce que quand on a cet épisode de peur, on a peu de latitude, mais on peut travailler sur tous ces facteurs qui sont des causes à la peur. Et je pense que le rejet c'en est un, une forme d'évitement des expériences insatisfaisantes, une forme de méconnaissance de la nature de la réalité aussi, qui projette que on puisse vivre dans un monde sans problème, où on puisse tout contrôler. Ça, c'est une forme de méconnaissance, c'est une forme d'ignorance. En fait, la peur peut-être n'est pas si présente parce que ce qui importe, ce n'est pas vraiment la peur, c'est ces causes à la peur qui sont les perturbations mentales. Et c'est vraiment sur elles qu'on peut travailler. Et quand on travaille sur elles, à développer la concentration, qui est l'antidote à la peur. Parce que la concentration, si elle est présente, la peur ne peut pas surgir dans l'esprit. Il faut qu'il y ait un glissement dans une forme d'inconscience ou d'oubli pour qu'on ait le terrain à la peur, que la peur puisse surgir. Donc la concentration, la pleine conscience, et à l'inverse, l'oubli, ça c'est vraiment un des facteurs mentaux qui va aider la peur à surgir.
l'avidité, la méconnaissance, c'est plus là-dessus qu'on va mettre l'accent et qui vont être, ça va être les causes à la peur. Parce que la peur me semble être plus une manifestation un peu plus difficile à contrôler, qu'on peut en amont contrôler les causes qui vont à l'avenir être responsables de la peur. C'est pour ça que la deuxième partie de cette journée, c'est comprendre les causes et les mécanismes de la peur. Et les choses qui vont lutter contre la peur, c'est faire face activement, s'adapter activement, les stratégies de régulation cognitive. Et en fait, stratégie de régulation cognitive, c'est une forme de sagesse. Et la forme de sagesse peut mettre fin à la peur. Ça, c'est le postulat bouddhiste. La sagesse comprenant la nature de la réalité, met fin à la peur. Les Bouddhas qui ont cette vision complète de la réalité n'ont plus aucune expérience de peur. Mais ils ne sont pas essayés de se dire « Oh, j'ai plus peur, j'ai plus peur ». Ils n'ont pas répété « J'ai plus peur, j'ai plus peur ». Ils ont mis fin aux causes qui produisent la peur. Et les causes qui produisent la peur, c'est la méconnaissance. C'est la méconnaissance de la réalité qui projette qu'on puisse vivre une vie en totale sécurité. Non, on ne peut pas vivre une vie en totale sécurité. Il y a un jour où la maison qui est protégée par une barrière finit par se faire envahir par des moustiques ou je ne sais pas, l'alarme tombe en panne ou une vie en totale sécurité n'existe pas. Ça, c'est une forme de méconnaissance et la méconnaissance, c'est une perturbation mentale. Donc, on agit plus sur les racines de la peur que la peur elle-même. Et en agissant sur les racines, on met fin à la peur. Donc, l'hypothèse, après cette deuxième partie qui nous a pris tout l'après-midi, quasiment de l'observation, c'est cette hypothèse, en agissant sur les causes de la peur, on peut diminuer et lutter contre la peur. On peut faire quelque chose. Il est possible de faire quelque chose. Donc là, maintenant, l'expérience, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est s'habituer à calmer l'esprit pour qu'au moment où on a ces épisodes de colère, on ait préalablement planté ces graines de mémoire prospective qui vont s'activer au moment où on a ces épisodes de peur en se disant, voilà, je me souviens ce qu'il faut que je fasse. Je me souviens parce que j'ai fait un effort de me souvenir avant que ça arrive. L'exemple que j'ai eu quand j'ai eu ces angoisses, c'est de me dire la prochaine fois que ça arrive, je sais vraiment ce que je dois faire. Si je peux, je regarde ces choses-là, ce qui se passe dans le corps, et j'essaie d'accepter. J'essaie de dire, OK, je laisse cette expérience venir et je l'accepte complètement. Et c'est exactement ce que dit Mingyur Rinpoche dans son livre, c'est qu'il a commencé à être ami avec son angoisse. Il lui a dit, viens, OK, viens, je t'invite à dîner. Et puis au bout d'un moment, il était déçu parce qu'il s'est rendu compte qu'elle venait de moins en moins. Elle venait de moins en moins, son angoisse. Et bien, on fait la même chose. Lui, il explique à travers ses mots la pratique de l'acceptation, la pratique de l'accueil des choses, de ne pas lutter contre l'angoisse. C'est ce qu'il nous invitait à faire, Jean-Jacques. C'est-à-dire qu'on inspirait, on disait bonjour à Madame Anxiété, et on expirait, on souriait à Madame Anxiété. Oui. Et je pense que ça, on doit le retrouver chez Thich Nhat Hanh aussi. C'est vraiment accueillir ces choses-là. Accueillir et se dire, voilà, c'est pas moi, c'est simplement passager, je l'accueille. Et on se rend compte qu'au final, elle diminue ces choses. Elle diminue. Donc, j'en étais où exactement? L'hypothèse, l'expérience. Donc, on va le faire un peu d'expérience maintenant, à travers la méditation. Je vous invite à couper vos micros si vous pouvez. Et voyez que pour parler, penser, essayer d'agir sur la peur, il faut faire bien plus que simplement se répéter « calme-toi, calme-toi ». Il faut comprendre pourquoi il faudrait se calmer, à quoi ça servirait de se calmer.
Il faut comprendre les mécanismes profonds de la peur pour pouvoir la déjouer. Et il faut lui donner pas trop d'énergie à cette peur quand elle est là, suffisamment pour l'accueillir, c'est-à-dire pas la rejeter, et savoir se calmer aussi, savoir éteindre le feu au moment où on est agité, parce que tant qu'il y a du feu, il y aura de la souffrance, et tant qu'il y aura de la souffrance, il y aura une forme de peur aussi. Donc apprendre à calmer la respiration, à faire ce qu'on a vu tout à l'heure, penser à autre chose. Et faire comme si cette respiration, c'était notre enfant. Vraiment mettre l'accent sur la détente. Et laisser passer l'orage qui gronde encore parfois, quelques moments. On a ces pensées, mais on les accepte et on les laisse partir. On revient sur le souffle et on poursuit encore et encore. Et bien se souvenir que dans le traitement de la peur, il vaut mieux laisser la réflexion pour les moments où on s'est calmé, parce que ce n'est pas au moment où on est encore dans la phase inflammatoire, la phase de peur, que c'est facile ou même opportun de commencer à trop amener cette peur sur la paillasse du chimiste. C'est plutôt après, quand on s'est calmé. Donc, il ne faut pas avoir peur de méditer sur le calme mental ou de passer à autre chose jusqu'à temps que la peur soit passée. L'épisode, en tout cas, le plus aigu. Passer autant de temps qu'il faut pour calmer l'esprit, calmer le corps et calmer la respiration. Et si c'est impossible de méditer, alors on passe à autre chose. On essaie de faire autre chose. On essaie de faire une activité qui va faire qu'on voue le moins d'énergie possible à reconsolider à lui donner de la force et du pouvoir à cette pensée de peur.
Mais si on peut, si on en est capable, on peut vraiment essayer de détendre le corps, détendre l'esprit, le concentrer. Essayons d'observer encore un peu le souffle. Et si la peur est passée, on essaie de voir un petit peu en résumé les stratégies de la journée, ici dans cette méditation courte. Si la peur est passée, on peut commencer à essayer de l'explorer à travers soit le travail de l'acceptation, soit essayer d'observer nos sensations ou nos facteurs mentaux et observer tous les moments où elle n'est pas là aussi. Alors au départ, on se dit oui, elle est juste pas là, mais elle est en puissance dans l'esprit, elle est prête à bondir. Mais par habitude, on finit par découvrir qu'elle n'est simplement pas présente. Elle n'est pas tout le temps là. Il y a des moments, je suis sans peur. Ça, on le fait vraiment entre les épisodes de peur. C'est vraiment le travail de reformulation cognitive. Observer ces moments où je suis sans peur. Et s'il y a des moments où je suis sans peur, alors il y a des moments où je fonctionne totalement très très bien sans peur. Ça, on peut en comprendre des choses très profondes de ça. C'est-à-dire que moi, je peux être totalement sans peur, fonctionner très bien sans peur. Donc c'est faux en réalité de dire que je suis quelqu'un de peureux ou que j'ai cette peur au très fond de moi. Non, elle est peut-être
en potentiel, mais si elle ne fonctionne pas, elle n'est pas là vraiment. Ça, c'est vraiment une technique profonde de se désidentifier de nos émotions. C'est une autre stratégie qu'on peut choisir et sur laquelle il faut vouer du temps aussi également. Une autre, ce serait de se dire, qu'est-ce qui pourrait arriver au pire? Est-ce que je me suis imaginé que la vie était incroyable de toute façon et que je pouvais atteindre un niveau de totale sécurité? Non. La vie est faite d'obstacles et ça arrive de toute façon. Les accidents arrivent. Et ma projection qu'il puisse y avoir un environnement totalement sécurisé, c'est ça qui fait que j'ai peur aussi. Ou ma projection que je puisse faire l'expérience de la vie sans aucune sensation déplaisante aussi. Voilà ce qui provoque par accumulation, tous ces facteurs provoquent par accumulation la peur, permettent à la peur d'exister. Donc, dans les stratégies de régulation cognitive, c'est aussi de se dire, bon, ok, pourquoi je ne m'exposerai pas un peu maintenant? Essayez en tout cas, pour planter d'autres graines, d'autres habitudes. Pour aller dans un autre sens. Pourquoi j'essaierai pas de mettre ça en action et faire des tests, expérimenter moi-même, à mon niveau, par petites touches, m'exposer un petit peu à ces choses-là et observer ce qui se passe pendant, après. Parce que ça, c'est une stratégie aussi. Et enfin, l'autre stratégie, c'est vraiment de garder conscience, de rester dans le domaine du conscient à travers une ancre mentale dans le corps, dans l'environnement sensoriel autour de moi, dans le souffle,
Parce que si je garde cette encre, je vais empêcher de dériver dans ce gouffre imaginaire qui est imputé par ma peur, qui est produit par ma peur, qui est imaginé par ma peur. Non, je reste dans des eaux qui existent bien, dans un océan qui existe. Garder contact avec la réalité, les choses qui existent, qui sont tangibles autour de moi, à ces moments. Là, je plante cette mémoire prospective pour qu'au moment prochain où je vais avoir de la peur, je vais faire l'effort de me souvenir d'être présent à ces choses tangibles. Le souffle, le corps, les odeurs, les sons, pour limiter l'activité mentale discursive et imaginative. Et là, on fait une mini-expérience, hein, parce que c'est vraiment pendant l'espace de quelques minutes. Et on a dit qu'à la deuxième partie de la journée, on allait faire une expérience. Mais je vous invite à la faire personnellement, cette expérience, de mettre en action ces quelques conseils, ces quelques stratégies, et de voir si vous arrivez à la même conclusion. C'est ça, hein, les enseignements bouddhistes, c'est on vous propose, on a dans des livres des expériences, faites-les avec vous-même et voyez si ça fonctionne comme ça a fonctionné par le passé pour d'autres individus, et faites vos propres conclusions. Voyez si c'est une stratégie qui est efficace. Mais il faut les faire graduellement, hein. Faut bien être patient aussi. Faire avec des petites choses pour commencer. Si ça fonctionne avec les petites, on peut estimer que ça fonctionne un peu avec les moyennes, puis les grandes. Soyez patient. Et puis, si on peut se souvenir de deux choses, il ne faut pas qu'il y ait simplement du calme pour le traitement de la peur. Il faut qu'il y ait de la compréhension. Au moment où on a de la peur, calmer le feu de l'esprit et pas s'arrêter là, parce que très souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se calme. Une fois qu'on est calmé, on n'a plus envie de penser à la peur. On n'a plus envie de réfléchir. On a envie de passer à autre chose. Or, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut consolider la compréhension pour que cette peur n'arrive plus à l'avenir. Il ne faut pas uniquement agir sur l'esprit quand il est en phase inflammatoire, parce que sinon, c'est une solution qui n'apportera pas de bienfaits pérennes. Voilà, donc je vous invite à s'exposer, à calmer l'esprit quand ces choses arrivent, à faire preuve d'acceptation, de sagesse, et puis employer ces quelques conseils, méthodes, stratégies. Et voilà cette journée sur la… Oui. Non, puis je disais aussi, peut-être aussi à un moment donné, même si je ne suis pas pour, c'est-à-dire que quand vraiment c'est trop intense, comme tu disais tout à l'heure, et que tu en arrives à avoir peut-être des idées de défenestration, etc., être capable de prendre une béquille, un anxiolytique, un Xanax, momentanément. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait parce que c'était tellement toujours là que, comme tu disais, il y a des moments, bon, moi, j'habitais pas au premier étage, quoi. Donc, tu vois, voilà. Donc, c'est-à-dire quand il arrive un moment donné où on ne peut pas gérer et où on ne gère pas, il faut pouvoir
aussi peut-être momentanément avoir cette béquille-là qui peut et travailler à côté, quoi. Absolument, dans notre entourage, dans le fait de faire autre chose, une activité physique, dans le fait de prendre un traitement, totalement, bien sûr. On a une chance d'avoir accès à ces choses-là aussi. Hein. Oui. OK. Est-ce que quelqu'un… Oui, Aïda? Oui, comme tu avais dit tout à l'heure, en fait, que la journée nos pensées, en fait, peut-être dans ces moments-là, et laisser de côté, ça m'a fait penser à… je ne sais pas si vous avez participé aux enseignements d'Amy Miller sur le stress et l'anxiété. Voilà. Donc, elle disait de programmer l'inquiétude, la préoccupation. Oui, ça marche bien. Voilà, un jour par semaine, on se donne, jeudi après-midi, on s'inquiète. Le reste de la semaine, il vient, on le laisse de côté. Il vient et on le laisse de côté, on dit non, c'est pas le moment, ça sera jeudi. C'est vrai que ça aide à prendre des reculs et pas à rentrer dessus tout de suite, en fait. C'est rigolo, mais c'est efficace. C'est vrai, merci, ouais. J'avais déjà entendu pour programmer ces distractions aussi. Voilà, je vais faire 1 heure de la journée ou une demi-heure où je vais être sur Facebook et Instagram et compagnie à fond, mais après, je ne le fais plus. Programmer ces choses-là aussi. Voilà. Donc, on a vu aujourd'hui aussi une information intéressante, c'est que la peur n'est pas nécessairement négative, elle peut être constructive. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut méditer aussi. Hein. De se dire, voilà, avoir l'appréhension des dangers, ça peut être vraiment bénéfique aussi. Eh bien, cette journée Sciences de l'Esprit sur la peur se termine. N'hésitez pas à y revenir. Hein. Là, on évoque des pistes, mais je pense que c'est vraiment par le temps et la répétition qu'on peut arriver à des conclusions pérennes dans l'expérience. Donc, n'hésitez pas à les mettre en application et puis être vous-même des rechercheurs de votre propre esprit aussi, des chercheurs de votre propre esprit. Faites des expériences, vivez des expériences, sortez dehors, exposez-vous aux araignées. J'adore. On est des psychonautes. Je vais vous envoyer des vidéos qui vont vous aider là-dessus. Pitié. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci de m'avoir donné des expériences personnelles. Merci à toutes. Merci beaucoup. Merci.